Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo passionnante, intrigante et peut-être un peu espiègle, non, on va essayer de ne pas être espiègle, on va se plonger en plein French Dream, parce que j'ai vu ça, et ça peut être que bien. Dans le magazine Mieux vivre votre argent, on a une plongée dans l'histoire de Blandine et Grégoire. Premiers investissements pour un couple avant 40 ans, et voilà, ça ne peut être que bien. Donc on va regarder ça ensemble et on va voir tout ce qu'on peut en apprendre sur, voilà, il n'y a pas que l'American Dream dans la vie, il y a aussi le French Dream, et on va voir comment nos deux tourtereaux arrivent à le gérer. Avant cela, je voudrais apporter un correctif sur le bilan dividende que j'ai fait hier, la vidéo que j'ai publiée hier. En fait, j'avais pas vu, mais ça, vous voyez, ce dividende de Main Street Capital, en fait, c'est un dividende spécial. Main Street Capital m'a déjà payé au cours de ce mois, donc j'ai déjà des dividendes qui ont été crédités sur mon compte de Main Street Capital, mais en fait, Main Street Capital a versé un dividende spécial. Donc c'est quand même pas mal du tout. Et c'est un dividende spécial, j'avais pas capté, mais c'est un petit peu plus que ce qu'ils payent habituellement. On avait 27 cents par action, donc fois 106 titres, et ça fait quelque chose qui est pas mal du tout. Main Street Capital, c'est une entreprise qui est assez coutumière des dividendes spéciaux, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. On a bien eu 2 dividendes en septembre, on a eu le dividende classique, d'ailleurs ils ont augmenté leurs dividendes parce que ils ont augmenté assez vite leurs dividendes, j'avais pas suivi ça, mais oui, ils ont augmenté leurs dividendes par rapport au mois de juin, donc maintenant c'est 23 centimes de dividendes, et ils nous ont envoyé un gros dividende spécial en septembre, donc c'est pas mal du tout. Ce que ça veut dire donc, c'est que si on vient au tableau des dividendes, eh bien j'ai eu un dividende supplémentaire ici, ça veut dire que Main Street Capital a été super généreux comme boîte en septembre, donc ça veut dire que j'ai eu plus de 43 € versés par Main Street Capital en septembre, donc ça fait plaisir. Et donc ça veut dire que le total, eh bien ça veut dire que le mois de septembre, c'est mon deuxième mois le plus fructueux en dividendes depuis que j'ai commencé à investir. On a touché 256,62 € en dividendes, donc ça veut dire que plus que jamais ce trimestre est mon meilleur trimestre en dividendes depuis que j'ai commencé à investir. Et si on regarde le total du revenu passif, 1245 €, c'est quand même très cool. Et donc là-dedans, vous avez les dividendes, vous avez les loyers realty et vous avez les options. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, pas pour faire du dream, pas pour faire du French Dream, mais pour aller concrètement vers la liberté financière, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Avec mon lien affilié, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permet d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Donc vous voyez comment mon portefeuille est construit. J'ai d'un côté des ETF distribuants qui contribuent pas mal à mon rendement en dividendes, mais également à mon appréciation du capital. J'ai de belles entreprises à dividendes croissants, et sur certaines de ces entreprises, je vends des options, ce qui me permet de ne pas être un simple investisseur dans les dividendes, mais d'être un turbo investisseur dans les dividendes. Alors, ceci étant posé, on se plonge dans la sympathique histoire de Blandine et Grégoire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ont acquis il y a quelques mois une maison et viennent tous deux de changer d'emploi, place désormais à la construction d'un patrimoine. Bah écoute, ça fait plaisir. Je sens qu'on va être en plein French Dream là, que ça va être sympa. Depuis le jardin de leur maison, Blandine et Grégoire ont une vue panoramique sur l'église de Bouvines. Bouvines, c'est connu, non? Il n'y a pas eu une grosse bataille décisive pour la construction du royaume de France à Bouvines? Parce que je crois qu'il y a un livre qui s'appelle un dimanche à Bouvines, qui est un livre d'histoire comme ça, qui est assez intéressant, qui montre une journée qui a fait la France. Bref. Et ces célèbres vitraux qui retrace les grands moments de la bataille, d'accord. J'aurais lu 2 secondes de plus et je vous aurais dit quelque chose de plus précis. Zut. Donc dans cette église, il y a des vitraux qui retracent les grands moments de la bataille du même nom qui opposa l'armée du roi Auguste à une vaste alliance de seigneurs flamands, allemands et français. Ouais, c'était le bazar. Il y avait des alliances un petit peu compliquées. Si gratifiante que soit cette vue, elle constitue aussi une contrainte pour notre couple de lecteurs dont la demande d'extension de la maison a nécessité l'autorisation non seulement de la mairie, mais aussi des bâtiments
bâtiments de France, l'église étant classée aux monuments historiques. Ben oui, c'est un petit peu le délire. On fait attention au patrimoine et les architectes de France veillent au grain. Le couple a emménagé dans cette maison il y a 18 mois et souhaite construire une véranda de 15 mètres carrés pour y aménager le salon, de quoi redonner du cachet à la bâtisse construite dans les années 1970. L'enveloppe des travaux s'élève à 55 000 € que nos lecteurs financeront pour partie par un crédit souscrit auprès d'Action Logement. Ça ne m'intéresse pas. Réalisé via un crédit sur 25 ans, l'achat de cette maison située dans la campagne lilloise constitue une étape importante dans leur projet de vie, d'autant que tous les deux viennent de changer d'employeur. Grégoire, 39 ans, responsable depuis quelques mois des approvisionnements et de la qualité pour une PME de textile locale, tandis que Blandine, 36 ans, après avoir eu la charge du recrutement pour une société de services numériques, s'occupe depuis le début de l'année du développement des ressources humaines pour un groupement hospitalier. Comme souvent, ces changements professionnels se sont traduits par des revalorisations salariales. Et ben écoutez, stylé. Je suis très content pour vous, Blandine et Grégoire. Ça fait plaisir que vous puissiez progresser. L'investissement immobilier, je pense qu'ils se sont tapés un crédit assez violent. Hein. Moi, le dernier crédit que j'ai contracté pour mon dernier bien immobilier, je l'ai contracté avec un taux de 1,15. Par contre, au moment où j'ai commencé à faire des travaux, là, je me suis mangé l'inflation un petit peu dans les dents. Mais voilà, en tout cas, ça me fait assez plaisir de savoir que j'ai un crédit à 1,15. J'ai l'impression de gagner de l'argent tous les mois en fait en investissant dans l'immobilier avec un crédit comme ça, parce que quand on voit les taux aujourd'hui, enfin voilà, j'espère que ça n'a pas mis en péril la construction du patrimoine de Blandine et Grégoire. De toute façon, je pense qu'il faut pas trop se prendre le chou avec ces variations là de court terme du type oui, aujourd'hui les taux sont mauvais, il ne faut pas investir dans l'immobilier, etc. Un taux, ça se renégocie, hein. Vous avez complètement moyen, une fois que vous avez pris un taux et que ça commence à baisser sacrément, etc. Votre banque a intérêt, si vous pouvez choper un bien meilleur taux, à renégocier avec vous, parce que sinon vous avez des gens dont c'est la spécialité de racheter les crédits chez les uns, etc. Donc la banque a avant tout envie que vous restiez chez eux. Alors, petit café, je vous invite vivement à boire un petit café. Il est très bon, et je suis allé chez le torréfacteur, parce qu'avec le café, j'évite de plaisanter, moi. Je ne plaisante pas avec le café, donc c'est vraiment en dernier recours que je vais au supermarché, sinon je vais chez le torréfacteur, chers amis. Leur préoccupation consiste en la constitution d'un patrimoine diversifié et la préparation d'une retraite et le financement des études des enfants. Alors très bien, écoutez, ce sont de belles préoccupations, même si les deux garçons du couple ne sont encore âgés, respectivement, ils ne sont qu'âgés de 7 et 10 ans. Nous voulons leur donner la chance de pouvoir faire les études qu'ils voudront, comme nos parents l'ont fait pour nous, ne pas se limiter. Écoute, ça fait plaisir, ils sont bien lancés, explique Blandine, qui est diplômée d'une école de commerce parisienne, qui met aussi en exergue le coût croissant des études supérieures. Quant à la retraite, l'idée consiste à limiter la perte de revenus et anticiper l'éventuelle dépendance sans que cela pèse sur nos enfants. Nos parents l'ont bien anticipé, nous voulons la même chose. De toute façon, moi je ferai tout pour mes enfants, hein. S'ils ont besoin que je paye cher pour leurs études, je le ferai avec grand plaisir, mais je ne pense pas que l'université ou les grandes écoles, etc., ce sera quelque chose qui sera encore pertinent quand mes enfants seront ados. Je pense que tout ce qui est éducation en ligne, ça se sera tellement développé et ce sera devenu tellement plus flexible que je sais pas s'il y aura encore cette institution où on fait un master ou un machin, on est dans une salle avec des professeurs, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va tenir. On verra, hein. De toute façon, ils feront ce qu'ils veulent. Je pense que c'est assez cool d'avoir une sociabilisation, une vie de campus, etc. Mais ils peuvent aussi bien trouver ça dans un club de sport ou autre chose, quoi. Alors, où en sont-ils aujourd'hui ? Nous avons ouvert des pistes de placement à l'aide d'une conseillère, mais nous aimerions aller plus loin et nous sommes à la recherche d'idées. Alors, ce que je vais dire n'est peut-être pas politiquement correct, mais je pense que quand vous allez voir certains conseillers financiers, hein, c'est comme tout, hein, dans tout il y en a des biens, vous avez assez souvent des situations de conflit d'intérêts où vous voyez où le produit financier que la conseillère va vous passer, donc du type une assurance vie moisie, bourrée de frais, etc. En fait, elle est payée à la commission sur les produits qu'elle arrive à refourguer. Et donc vous vous retrouvez avec des choses qui sont... j'ai vu beaucoup de gens investir toute leur vie dans des assurances vie, et une bonne partie de leur vie dans des assurances vie, et se retrouver avec des trucs qui sont vraiment nazes, quoi. Nazes même par rapport à
un livret A. Pourquoi ? Parce qu'ils se font complètement manger de frais. C'est quand même bien de faire les choses par soi-même. Moi, je suis assez partisan de faites les choses par vous-même. C'est cool de prendre des conseils. Ils ont raison de prendre des conseils à gauche à droite. Mais si c'est pour se retrouver à la fin avec des produits tout moisis, bon, il faut éviter. Ils ont également souscrit à 2 contrats d'assurance vie et possèdent un PER qu'ils viennent d'ouvrir. Il s'agit d'un blablabla article 83. Dès que je commence à voir ça me casse les pieds. Nous ne l'avons pas encore alimenté, c'est un placement à horizon de long terme. Bah écoute, parfait. Si leur profil d'épargnant se révèle plutôt prudent, profil d'épargnant prudent, ça veut dire on te refourgue des produits moisis. Hein. Faites attention. Ça, c'est un truc, je trouve que c'est... comment dire, le profil de risque, là, le fameux profil de risque où vous arrivez, vous dites, ouais, est-ce que vous avez peur de perte en capital ? Et vous dites, ouais, j'ai très peur de perte en capital, etc. Et vous vous retrouvez avec du fonds euro ou des choses qui sont vraiment sous-performantes. Faites attention avec ça. Hein. Je pense que quitte à investir, investissez dans des actions, quoi. Faut investir dans des actions et arrêter avec les délires du type, ouais, on va mettre une partie obligation, une partie fonds euro pour se couvrir, etc. Parce qu'après, on se retrouve avec des choses qui ne performent pas. Alors, on est prêt à prendre des risques pour cette enveloppe à condition d'être accompagné. Donc vous allez vous manger des frais, les mecs. Se faire accompagner, ça veut dire se manger des frais. Hein. Commencer à réaliser ça. Et je pense que c'est lié au fait que les Français n'ont pas de culture financière. Moi, jamais on pourrait me refourguer un produit bourré de frais qui marche pas. Une fois que t'as compris ce que c'était qu'un ETF du SP500 avec des frais hyper bas, jamais on peut plus t'arnaquer. Mais y a des gens qui vont rentrer vers la finance par le biais de... C'est extrêmement compliqué, faites très très attention. Article 83, machin truc, etc. Et tu te retrouves à faire des trucs qui sont pas du tout optimum et à être une vache à lait en fait pour des professions qui se payent à la commission et bref. Alors, notre premier investissement véritable a consisté à acquérir des parts d'une SCPI. Il s'agit de Crystal Life. C'est un placement facile. Il n'y a pas de gestion personnelle et les revenus dégagés sont réguliers. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment que les SCPI, ça peut être une assez bonne idée. Le problème que je vois, c'est que les gens, ils ont 2 investissements. Leur premier investissement, c'est leur résidence principale, donc c'est quand même vachement de l'immobilier. Et à côté de ça, leur deuxième investissement, c'est quand même vachement l'immobilier. Moi, plus ça va, plus je me dis que la bourse, c'est pour avoir des boîtes, quoi. Investir en bourse, enfin même investir plus généralement, c'est fait pour avoir des boîtes, parce que de toute façon, l'immobilier... Dès que tu as ta résidence principale, à part si tu es hyper riche, l'immobilier, c'est une part énorme de tes investissements. Alors, quitte à investir une partie de l'argent que tu es capable d'épargner, bah voilà, fais-toi plaisir, achète-toi des boîtes, quoi. Diversifie-toi vraiment. Je sais pas si une SCPI, c'est vraiment une grosse diversification par rapport à leur résidence principale. C'est bien, mais bref. Alors, mais notre couple garde une attirance particulière pour l'immobilier physique et se dit prêt à acquérir un bien en direct, même s'il a conscience que le marché immobilier traverse des turbulences. Il faut bien se lancer à un moment donné, plaide-t-il. Donc, j'avais dit bienveillant. En fait, c'est en train de me faire marrer. Parce que je peux pas m'empêcher d'avoir à l'esprit, vous savez, les espèces de parodies de journaux, là, de Jean-Pierre Pernaut, là, du type Jules-Édouard Moustique, etc., qui va à la rencontre des gens. Donc, ça me fait marrer, mais je les respecte, je les aime bien, et je suis très content s'ils sont capables de mener leur vie de rêve. Déjà, c'est super smart d'avoir acheté dans les Hauts-de-France. C'est super smart de pas être allé petite parenthèse. Vous voyez là, c'est un épisode où on est quand même bien. J'étais à Paris là il y a pas longtemps j'étais à Paris il y a pas longtemps pour aller voir des spectacles avec les enfants et on est allé pas mal dans les parcs de Paris, etc. Et moi, ce qui me saute aux yeux quand je vois les couples à Paris, donc c'est des couples qui ont un enfant. On sent qu'avoir un enfant, ça les a complètement éclatés et ils ont l'air extrêmement vieux, quoi. Ils ont des enfants à 40 ans, 45 ans, etc. Et l'autre chose qui m'a frappé, c'est que ils ont l'air assez cheap, quoi. Les gens que tu croises à Paris, donc des Parisiens, quoi, les gens qui vivent à Paris, ils ont l'air de vivre vraiment de façon cheap, quoi. Et c'est, je sais pas, il y a un truc, on a l'impression que c'est un petit peu des étudiants qui n'ont pas grandi, où il y a, voilà. Et je pense que ça vient du fait que quand tu vis à Paris, tu te fais éclater par l'immobilier. Tu te fais complètement éclater par
par l'immobilier, parce que c'est des gens qui gagnent de l'argent, hein. C'est des gens qui gagnent peut-être 3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, etc. Mais ton loyer pour vivre à Paris avec des enfants, il y a peut-être 2 000 balles par mois qui arrivent dans le paiement de ton loyer, donc c'est très difficile. Et donc ça fait des gens qui doivent bosser beaucoup, parce que pour se faire un salaire de 3 000, 4 000 euros, il faut bosser beaucoup, et ils sont pas riches. T'es pas riche parce que l'immobilier à Paris t'éclate complètement. Donc Grégoire et Blandine, vous êtes smart. Vous auriez pu être des Parisiens qui en voie de clochardisation, et vous avez décidé de vous mettre dans un endroit assez bien et d'avoir plus d'argent pour pouvoir vous construire un patrimoine. Vraiment, fuyez Paris, quoi. C'est arrêtez de croire que ouais, Paris ça va prendre, etc. En plus, quand on regarde l'immobilier à Paris, c'est en train de baisser, hein. L'immobilier à Paris, c'est en train de baisser, donc peut-être dans 10 ans, il y aura de nouvelles opportunités. Mais qui a envie de vivre là, quoi? Alors, nous sommes ouverts à toutes les pistes. Une passoire thermique qu'on achèterait à la casse et qu'on rénoverait pour ensuite bénéficier de loyers plus chers, des appartements dans des maisons de retraite alors que les besoins de vieillissement de la population s'accroissent, etc. La silver economy, j'y crois pas du tout, moi. Ça a l'air d'être un gouffre afrique, ce truc, et la plupart des REITs, enfin des foncières qui s'occupent de cette fameuse silver economy, c'est souvent hyper craignos. La réflexion sur les passoires thermiques, je la trouve bonne, parce que ça, c'est vraiment une réflexion d'investisseur. Il y a une opportunité, parce qu'il y a des gens qui se disent « Oulala, il y a une nouvelle loi, mon appartement ne vaut plus rien, je veux pas faire les rénovations, etc. » Mais si l'immobilier, c'est ton truc, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est tu te prends une bonne équipe d'entrepreneurs, tu chopes une passoire thermique, tu commences à la retaper, tu fais une plus-value là-dessus. Donc c'est super, super intéressant. Et donc ça, c'est presque une réflexion de marchand de biens, quoi. Donc c'est stylé. Quelles sont les meilleures opportunités aujourd'hui dans l'immobilier? Nous avons interrogé Thierry Vignal, cofondateur de Mazetos, blablabla. Le contexte du marché n'est pas favorable avec des taux d'intérêt proches de 4,5%. Je suis tellement content d'avoir mon emprunt à 1,10. Est-ce pour autant bloquant? Les solutions alternatives à l'immobilier sont nombreuses, blablabla. Leur capacité d'emprunt au taux actuel est d'environ 140 000 euros, pas mal, sachant qu'il dispose d'une enveloppe de 60 000 euros, etc. Pour lui, pas besoin d'aller chercher un investissement exotique. La région des Hauts-de-France est une région rentable et abordable pour l'immobilier. Absolument, Roubaix, les mecs. visez Roubaix. J'avais vu une carte de France des rendements, et je crois que Roubaix, ça fait partie des endroits où vous avez les plus hauts rendements, parce que Roubaix, c'est un peu le Détroit français, donc vous avez un petit risque comme ça. Dans ce contexte, il leur conseille de se porter à cœur d'un studio pour étudiants d'environ 30 mètres carrés sur la base d'un blablabla, et d'inclure une enveloppe de 30 000 euros pour les travaux. Écoutez, il conjuguerait la simplicité et proximité, et ce serait situé dans un quartier dynamique et sans risque, et offrirait un rendement d'environ 5%. Alors ça, c'est un autre truc. Depuis que j'investis avec Realty, pour moi c'est plus possible en fait des trucs comme ça. On peut plus me vendre des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner à aller choper un bien, le retaper, gérer les relations avec les locataires, etc. Ce qui te prend énormément de temps pour te faire du 6%. Alors que tu pourrais te faire tranquillement du 9,5% en étant hyper diversifié, ayant aucune gestion à faire, quoi. Et puis c'est pareil, là, avec Realty, tu peux hypothéquer. Là, c'est ce que je vais faire ce soir, là, parce que vous avez une nouvelle propriété qui arrive à 10%. D'ailleurs, heureusement que je suis allé regarder, parce que c'est à 16h. C'est dans 58 minutes, donc juste après cette vidéo, je vais aller acheter mes parts. Donc, je vais hypothéquer des tokens et puis avoir l'argent pour m'acheter un certain nombre de parts de ça. Donc voilà, moi je vous conseille, je vous conseille rien, en fait, vous faites absolument ce que vous voulez. Je comprends que ça vous fasse flipper un truc comme Realty parce que c'est des nouvelles technologies, etc. Et, l'argent c'est tellement sensible que je vais pas commencer à vous dire ouais, vous inquiétez pas, ça ira très bien, etc. Non, mais en tout cas, moi personnellement, au regard de mon parcours dans l'investissement, c'est absolument plus possible de m'ambiancer avec de l'immobilier qui prend du temps et qui a un rendement de 5% depuis qu'il y a des trucs comme Realty et plus généralement le crowdfunding, etc. Il y a plus moyen qu'on met avec ça. Puis le fait que ce soit liquide, quoi. C'est pas liquide un bien immobilier. Puis voilà les frictions fiscales quand vous voulez vendre un bien. Alors que là sur Realty c'est liquide, donc c'est génial. Quant à l'idée de Grégoire d'acheter une passoire thermique, notre expert se montre sceptique. Le stress réglementaire sur les propriétaires et les bailleurs n'est pas assez fort pour que ces derniers soient contraints de brader leurs biens. La décote n'est pas suffisante. Ça c'est une belle parole d'expert. C'est bien Thierry Vignal. Alors, il fait aussi preuve d'un enthousiasme modéré pour les placements
dans les résidences étudiantes ou seniors, ces investissements sont certes sûrs, mais le rendement est faible, la marge est prise par l'exploitant, etc. Absolument. Ils s'écartent de la même manière des investissements en nue propriété. Ok. Dès qu'il y a des termes comme nue propriété, c'est pareil, j'ai envie de mettre des tatanes. Vous voyez, comme dans les trois frères, là. L'usufruit. Attends, j'ai pas compris l'histoire du jus de fruits, là. Ça me stresse, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on a créé tout un vocabulaire pour qu'on mette des intermédiaires que je dois payer pour pouvoir comprendre ce qu'on attend de moi, bon sang. Je n'aime pas du tout ça. J'ai envie qu'on me parle clairement et j'espère que ChatGPT va nous permettre de se débarrasser de quelques intermédiaires. Sur le plan fiscal, sa recommandation vise à opter pour le régime de loueur en meublé non professionnel LMNP. Tu recommences. Elle va partir la tatane. Cet investissement pourrait nécessiter un petit effort d'épargne. Alors, il le recommande d'ouvrir un PEA pour y loger des ETF. Ouvrir un PEA et investir de manière simple sur des actions européennes via des ETF. Il faut privilégier les ETF répliquant les indices globaux comme le MSCI Europe et l'Eurostock 600. Ces produits sont faciles à comprendre et performants et peu chargés en frais. C'est pas faux. Mais pourquoi limiter son horizon d'investissement à l'Europe? Parce que les meilleures boîtes sont américaines. Quand ce sera plus en Amérique qu'il y aura la meilleure boîte, ce sera peut-être des boîtes qui seront, j'imagine, qui viendront peut-être d'Asie, etc. Mais se limiter à l'Europe, je pense que c'est une grosse erreur. Enfin, l'expert recommande de modifier l'allocation au fur et à mesure que les échéances arrivent. Il faudra sécuriser une partie des placements vers des fonds euros, par exemple, à mesure que les enfants des lecteurs grandiront. Qu'est-ce que c'est nul. Je trouve ça tellement nul, cette idée de sécuriser avec des fonds euros. Qu'est-ce que tu vas sécuriser quand tu mets ton argent dans un fonds avec lequel tu as la certitude de sous-performer l'inflation? Où est la sécurité là-dedans? Pour moi, la vraie sécurité, c'est la vraie sécurité, c'est d'être investi dans ce qui carbure le plus, quoi. Alors, c'est une meilleure manière d'assurer le rééquilibrage d'allocation, par exemple si la pondération des actions devient trop proéminente à la suite des hausses de marché. Mais tu te rends compte les conseils qu'il donne? Ce qu'il est en train de te dire, c'est si tu as une partie de ton portefeuille qui cartonne trop, coupe-la pour réallouer ton argent dans la partie qui est en train de complètement foirer. On va regarder leur patrimoine parce qu'ils nous ont mis... alors ceux qu'ils gagnent à eux deux, ils gagnent 6000 balles par mois. Écoute, c'est pas mal. Ils remboursent le crédit immobilier, le prêt voiture. Ah là 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 là, le prêt voiture. Les assurances, télécom, impôts fonciers, etc. D'accord, les dépenses courantes, ce qu'ils possèdent, résidence principale, assurance vie, PER, SCPI, livret A, PEL. Donc en fait, c'est ça, pour moi, c'est ça le problème que je vois. Hein. C'est d'une part, ils ont le principal de leur investissement qui est dans leur résidence principale. À côté de ça, ils sont SCPI. Donc on a aussi de l'IMO. Et à côté de ça, ils sont en train de se dire si je fais un investissement, ce serait pour acheter un truc pour le louer. Donc ils vont être extrêmement surpondérés en immobilier. Mais après voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut. Si l'immobilier ça les éclate, moi c'est pas tellement mon délire. Il me reste à vous rappeler, chers amis, que si vous voulez un peu plus de contenu, du contenu où on va dans le détail, dans le concret de l'investissement, eh bien, je viens de publier une vidéo sur la page Patreon où je vous montre les 2 entreprises avec lesquelles j'ai renforcé mon portefeuille alpha. Et vous avez en général 1 ou 2 vidéos supplémentaires par semaine, notamment les FAQ. N'hésitez pas à venir poser toutes vos questions, je vous réponds en vidéo. Rejoignez cette page Patreon, ça ne vous coûte que le prix d'un café par mois. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.